500 points, c'est la performance remarquable qu'a réalisé le CAC 40 sur les 30 dernières séances. Une performance d'autant plus remarquable que les indices américains, il est vrai, sont un peu timides après une année 2024 tout à fait exceptionnelle. Alors, est-ce un simple rebond technique ou est-ce que c'est le départ d'une nouvelle tendance haussière sur le CAC 40 qui pourrait l'amener jusqu'aux 8000 points? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine CAC 40 8000. Est-ce que c'est possible? Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est d'un unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui est affiché sur cette page. N'oubliez pas d'activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Je remercie chaleureusement les partenaires qui accompagnent et qui m'accompagnent dans la création de ce contenu 100% gratuit, avec notamment bien sûr le dernier qui est Bitvavo, dont je suis extrêmement fier puisque c'est vraiment un courtier crypto qui rassemble eh bien, toutes les caractéristiques que je vous souhaitais, c'est-à-dire de la sécurité, c'est-à-dire toutes les données de conformité et bien sûr des frais de trading extrêmement bas. Vraiment, voilà, si vous cherchez un courtier crypto européen en plus, puisque c'est néerlandais, vraiment foncez, la plateforme est vraiment superbe. Je vous laisse tout simplement aller voir par vous-même. Petite question que je veux vous adresser. J'ai dans l'idée de faire des vidéos un petit peu différentes. Des sortes de hors-série, on va dire finalement, où j'analyserai le portefeuille des grands gérants de fonds, des plus grands gérants de fonds américains. Alors dites-moi si ça vous plaît, et à ce moment-là, je le ferai, faire l'analyse technique finalement des portefeuilles. Bien sûr, je commencerai par Warren Buffett. Comment ne pas commencer par Warren Buffett? Donc voilà, vous me dites si ça vous plaît, et à ce moment-là, si ça vous plaît, semaine prochaine, j'enregistrerai une première vidéo en faisant l'analyse technique des actions qui sont détenues par le portefeuille de Warren Buffett. Et si c'est un succès, eh bien, on renouvellera l'opération. Donc dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, si c'est quelque chose qui peut éventuellement vous plaire. On démarre avec, bien sûr, la vidéo que vous attendez tous, donc 48 000 points. Et si c'était possible, on parlera, bien entendu, du CAC et du CAC Small. On parlera aussi des actions du luxe qui a porté, bien sûr, le CAC 40 ces dernières heures, avec LVMH, Hermès, Kering, la Française des Jeux. On parlera de Carrefour, Sword, Nexans, Edenred, Danone, Alten, Morel & Prom. On fait le suivi, Guillemot, Elis, Euroapic, Zilam, Crédit Agricole, Ribert. On fait le suivi, elle a encore progressé, fantastique. Steve, Alphen, qui a vraiment fait un mouvement qu'on attendait. Universal Music, UMG, Onward Medical, Séché Environnement, Mota Engil, et puis on partira aux États-Unis avec BlackBerry, Microsoft, Novo Nordisk, Visa. On fera le suivi habituel de Apple et Nvidia, ce sera assez rapide. On parlera du titre à suivre, et puis bon, visiblement le screener Trend Following vous a plu, donc on fera rapidement, je vous montrerai rapidement la liste de ce screener. Qui vous sera d'ailleurs diffusé, donc certains me l'ont demandé, il a été diffusé déjà dans une newsletter, mais je le mettrai à votre disposition dans une bibliothèque très bientôt, vous verrez. Voilà, donc on fera le point sur ce screener là, regardez 2-3 idées éventuelles. Voilà, donc merci beaucoup bien sûr pour vos nombreux commentaires. Il y en a certains qui font des commentaires toutes les semaines depuis des années maintenant. Merci aux fidèles, merci pour les relais sur les réseaux sociaux que vous faites aussi toutes et tous. Ça permet voilà, à la chaîne de continuer à vivre et ça permet bien entendu ça me permet en tout cas de garder l'énergie nécessaire pour renouveler ce type de contenu chaque semaine. C'est parti
On attaque donc avec la première partie, comme d'habitude, avec le résumé de la semaine. J'active ma caméra, me voici, me voilà. Donc résumé de la semaine, il va être assez rapide. D'abord, toujours pareil, et ça je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien, donc petit rappel sur la saisonnalité. On est sur une saisonnalité qui est plutôt une saisonnalité intéressante statistiquement et historiquement sur les marchés. C'est la saisonnalité du mois de janvier, qui est dans l'ensemble une saisonnalité positive sur le S&P, sur le Nasdaq également, d'autant plus dans les années post-élection américaine. Donc ça, c'est plutôt positif. Le mois de février, on le voit et on aura le temps d'en parler d'ici une quinzaine de jours, est généralement un mois un petit peu plus complexe. Mais en tout cas, pour le moment, nous sommes en effet dans une saisonnalité qui est plutôt positive. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle également, c'est qu'on est encore, même si petit à petit, on va rentrer effectivement dans une période où il va y avoir de plus en plus de publications. Mais pour le moment, le nombre de publications est assez restreint sur l'Europe. C'est la même chose aux États-Unis, même si là aussi, vous allez voir petit à petit, notamment sur la période, sur le mois de février, ça va s'accélérer. Donc attention un petit peu là-dessus, toujours pareil, vous savez ce que je dis, je l'ai dit X fois, mais je le répète notamment pour les nouveaux, on ne prend pas de position, on ne s'expose pas sur des actions qui vont publier dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Il faut éviter. On l'a vu cette semaine notamment pour une action qui est très belle action, qui est appréciée, etc. C'est Katana. On a vu Katana cette semaine, la publication, derrière l'open, c'est moins 10. Voilà, le marché ne cherche pas à comprendre lorsqu'il y a des légères déceptions ou une insuffisance dans les résultats communiqués. Ça doit être une belle société. Derrière, il peut y avoir effectivement des sanctions à l'open, même si parfois dans les jours qui suivent, on a des rattrapages. Mais on a en souvenir Elior qui a fait moins 40 en quelques jours. On a en souvenir Pull-Up également, qui avait publié de très très bons chiffres. Bon, derrière, ça s'est repris, etc. Mais qui avait été sanctionné les premières heures. Donc voilà, si soit vous êtes effectivement très long terme et vous avez un money management, etc., très adapté pour subir cette volatilité, à ce moment-là, vous la subissez, pas de problème. Mais en revanche, si vous n'êtes pas prêt à ça, il vaut mieux, et moi c'est ce que je fais, hein, voilà, je vous le dis en toute transparence, 99 fois sur 100, je sors avant les publications, et puis voilà, sauf si c'est un trade où j'ai beaucoup d'avance, et que c'était un reliquat de position, etc. Bon, il y a des cas, mais si vous voulez, globalement, moi, je suis quand même, voilà, je suis pas quelqu'un qui a une force psychologique énorme sur les marchés, et donc je préfère sortir, et je préfère me dire non, je suis pas assez fort psychologiquement, je reprends mon cash, et tant pis, si finalement la publication est saluée, ben, c'est pas grave, je vous pourrai. Voilà, donc vous avez, je vous le publierai d'ailleurs ce week-end aussi, vous avez le calendrier là, des publications de fin janvier, et même le mois de février, je crois. Donc voilà, pas mal de publications américaines qui vont arriver petit à petit, les Intel, les PayPal, etc. etc. Donc on sera bien sûr très attentif à cette dernière quinzaine de janvier et surtout à la première quinzaine de février. Alors les marchés se sont repris cette semaine. Pourquoi ils se sont repris? Pour un certain nombre d'éléments. Alors, un certain nombre d'éléments qui sont, je ne vais pas dire positifs, je vais dire moins pire qu'attendu. C'est-à-dire que le marché va anticiper des rebonds de l'inflation qui sont voilà, plus forts que ça. Et finalement, on le voit hein, notamment sur l'indice des prix à la consommation mensuel annuel. On a eu effectivement un rebond, mais qui n'est pas plus fort que ce qu'il avait anticipé. Alors, moi, je suis un petit peu partagé, je vous avoue, hein, par ces chiffres de l'inflation, parce que quand même, lorsqu'on regarde ces chiffres de l'inflation, on ne peut pas dire qu'ils soient très bons. Ils sont moins pires finalement que ce qu'on craignait, en effet, mais bon, moi je vois quand même que on a des petits rebonds quand même sur l'inflation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller. Je rappelle que l'objectif c'était 2% des banques centrales. Donc voilà, quelle va être la réaction finalement c'est une des raisons qui a fait que le marché, notamment américain, a corrigé ces dernières semaines, c'est parce que le marché, quelque part, se dit, est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu vite dans le pivot des banques centrales? C'est-à-dire pivot, oui, baisse des taux, oui, mais peut-être à un rythme beaucoup moins soutenu que ce qui était attendu.
Tiens, c'est quelque chose qu'on avait effectivement évoqué moult et moult fois sur toute l'année 2024. On disait, voilà, attention à ce que le marché, effectivement, n'anticipe pas une baisse de taux qui aura lieu, parce que l'inflation a beaucoup baissé, certes, mais peut-être n'anticipe pas des baisses de taux beaucoup plus importantes que ce qui va se passer réellement. Et c'est là où, finalement, c'est toujours la même chose. Le marché joue un scénario sur les 12 à 18 prochains mois, et puis, en fonction de ce qui se passe dans le présent, ajuste, corrige, et c'est pour ça que parfois vous avez des moments qui peuvent être erratiques, voire extrêmement violents. Les taux, voilà, là aussi, alors c'est toujours la même chose, là aussi sur Twitter ça a beaucoup parlé des taux ces dernières heures, et puis finalement, boum, au moment où tout le monde dit ça y est, les taux explosent, c'est là où on a eu une correction. Malgré tout, on reste sur une tendance haussière. Moi je pense que le véritable danger finalement pour les marchés, il sera lorsque les taux se retourneront véritablement à la baisse, parce que là je pense que cela voudra dire que le marché price quelque chose de plus grave finalement. Tant que les taux se maintiennent hauts, finalement, c'est quelque chose qui peut paradoxalement soutenir le marché, parce que cela veut dire que le marché croit que l'économie américaine et voire mondiale est encore extrêmement résiliente, et donc joue finalement un effet résilience, voire même relance économique portée pourquoi pas par les pays émergents, etc. Donc tant qu'on a ça, finalement ça va. Là c'est une correction court terme, donc si vous voulez court terme ça n'a pas vraiment de signification, mais par contre un retournement profond de ces taux à 10 ans pourrait paradoxalement causer la baisse des marchés. C'est là aussi où il faut comprendre que des mouvements court terme peuvent avoir un impact différent à long terme. Et c'est pas facile à comprendre ça, parce que la réaction, encore une fois, l'effet soulagement, peut à court terme en effet porter les marchés, mais peut avoir un effet dévastateur à moyen et long terme. Ok, bon, je ne sais pas si je suis extrêmement clair, mais je développerai ce sentiment-là également. C'est comme l'inflation. L'hyperinflation, l'inflation court terme peut avoir un effet déflationniste à long terme. Voilà, pourquoi? Parce que au bout d'un moment, si l'inflation est trop forte, alors oui, effectivement, ça vous fait monter les prix. Et donc effectivement ça a un effet inflationniste, mais à moyen terme ça vient vous piquer aussi votre pouvoir d'achat, et donc au bout d'un moment, quand vous n'avez plus d'argent pour acheter un produit, qu'est-ce que vous faites? Vous l'achetez plus. Et donc si vous l'achetez plus, ça cause quoi? La baisse des prix. Donc voilà, à court terme certains effets peuvent être inflationnistes, mais un effet trop important inflationniste peut avoir à moyen long terme un effet déflationniste. Voilà. Et c'est un peu, alors dans un contexte tout à fait différent, mais c'est un peu la même chose pour les taux. Ok? Donc voilà, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est des leviers qui sont pas forcément en plus très importants, mais voilà, c'est bien de comprendre que ce que le marché interprète comme une bonne nouvelle à court terme peut être une mauvaise nouvelle à long terme, et inversement également. Et d'ailleurs, on le voit, hein, là encore, hein, sur le sujet de l'inflation, et puis après j'en termine sur ce sujet de l'inflation, mais on le voit que malgré tout, voilà, on a eu effectivement cette grande baisse de l'inflation. Alors vous avez deux courbes, vous avez la orange et la bleue. La orange, c'est de mémoire, voilà, sans la nourriture et sans l'énergie. Et puis la bleue, c'est tout produit confondu. Mais bon, voilà, elles se suivent hein, complètement. Et on voit effectivement qu'il y a eu effectivement, juste après le Covid, pour les raisons que l'on connaît, il y a eu une hyperinflation sur une durée courte. Et puis derrière, on a eu une forte chute. D'ailleurs, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, voilà, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on a ce fameux rebond, voilà, depuis grosso modo un an et demi, on a effectivement non seulement une inflation qui ne veut plus baisser, mais on a même des rebonds qui se poursuivent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement regarder. Mais pourquoi, au-delà des entreprises, etc., des prêts, etc., ça inquiète le marché? Ça inquiète le marché aussi parce que, on le sait, on a un marché qui est drogué aux liquidités. Et donc, qui dit liquidité dit emprunt. Si les États injectent des liquidités, évidemment c'est pas du cash qu'ils ont en trésorerie, hein, les États, en France, en Europe on le sait, aux États-Unis c'est la même chose, hein, c'est des pays qui sont très endettés malgré tout, et donc lorsqu'ils injectent des liquidités, ça leur coûte de l'argent, et plus les taux vont être élevés, plus ça va leur coûter de l'argent, et donc plus ça leur coûte de l'argent, moins ils vont pouvoir le faire. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est effectivement bien que ces liquidités-là ont une influence tout à fait directe avec les performances des marchés, des indices, et donc du S&P 500.
Donc moi, un des scénarios sur lequel je travaille, c'est pour moi les indices américains, quid du potentiel, pour tout un tas de raisons que je vous ai déjà expliquées précédemment, les valos, la surconcentration du top 10 du S&P 500, etc., qui font que pour moi, je pense que le potentiel US, certes on est dans les tendances haussières, etc., certes on peut aller faire des nouveaux plus hauts, et d'ailleurs je pense que c'est tout à fait possible qu'on aille faire des nouveaux plus hauts dans les prochaines semaines, mais si vous voulez, les derniers plus hauts, ils sont pas très loin, donc la performance ne sera pas énorme entre aujourd'hui et de potentiels nouveaux plus hauts. Mais moi ce que je pense, c'est qu'on risque on peut, en tout cas c'est un des scénarios, on peut se retrouver sur... Voilà, sur les US, sur quelque chose qui, vous le savez, s'oriente sur des grandes figures de congestion de moyen long terme. Alors, ça va être très rigolo parce que là aussi, là où tout le monde vous explique sur les réseaux sociaux que ce sont les ETF, un bon ETF monde qui va faire du 15% par an pour les 10 prochaines années, là, je pense qu'il va y avoir peut-être un certain nombre de surprises. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des ETF. Au contraire, je dirais même au contraire, les ETF sont des produits fabuleux que j'incite à faire, mais juste, il va falloir peut-être avoir un petit peu plus de réflexion dans la diversité des ETF que l'on va utiliser. C'est-à-dire que plutôt que de faire un ETF World non équipondéré, c'est-à-dire composé de 75% de valeur américaine, peut-être qu'on va aller chercher un World équipondéré qui lui va être représenté à 40 ou 50% sur les États-Unis, je ne sais plus, et voire peut-être mélanger plusieurs ETF avec un ETF pays émergent, avec un ETF small cap également pour varier les capitalisations, etc., etc., etc. Peut-être aller sur des ETF sur les matières premières. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les configurations de la plupart des matières premières. Il y a beaucoup de configurations qui sont en retournement. Ça aussi, est-ce que c'est pas un petit signal de quelque chose? Donc voilà, attention de ne pas croire que le monde d'avant n'arrivera plus, parce que le monde d'avant, entre guillemets, celui qui était porté sur les matières premières, etc., peut aussi revenir sur le devant de la scène. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'était important de bien comprendre que ce n'est pas parce que on pense qu'un ETF World ne va pas avoir la même performance sur les 10 prochaines années que sur les 10 dernières qu'il faut arrêter les ETF. Bien au contraire, il faut simplement utiliser les ETF pour avoir un portefeuille encore mieux équilibré. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, puisque nous avons constitué un portefeuille forteresse qui mélange justement, qui est un ensemble de mélanges d'actifs et qui permet d'avoir une performance beaucoup plus lissée, un drawdown beaucoup moins important. Certes, c'est un portefeuille qui sous-performe, par exemple un tracker S&P 500 sur les 10 dernières années, mais par contre, vous allez avoir une performance entre 5 et 7%, mais beaucoup plus lissée. Donc, indicateur à suivre, encore une fois, pour les prochains mois, il y en a deux, donc forcément, il y a, et c'est là où ces deux indicateurs tirent les ficelles finalement des marchés, ou plutôt des banques centrales, et donc par effet ricochet tire les ficelles du marché, c'est bien sûr l'emploi, les chiffres de l'emploi, et si effectivement nous avons des chiffres dans l'emploi qui sont pas bons, là aussi on peut avoir un certain nombre d'ajustements. Donc ça, il va falloir surveiller. Donc je vous invite bien sûr à vous inscrire si vous voulez en savoir plus sur l'économie et sur différents sujets. Je vous invite à vous inscrire gratuitement à la lettre, alors ça c'est la lettre mensuelle aux investisseurs qui a eu mercredi, mais plus généralement à la table des investisseurs où vous bénéficiez bien sûr gratuitement dans vos boîtes mail de un certain nombre d'éléments, actualité économique, bien sûr l'accès à ce fameux portefeuille forteresse, des stratégies d'achat, des conseils et des recommandations et des infos en gestion privée immobilier et bien sûr également des screeners et listes pour Pro Real Time. Voilà, je rappelle que c'est gratuit. La question de la semaine, question intéressante, très intéressante, qui nous a été posée. Alors, j'ai déjà apporté des éléments de réponse, hein, bien sûr, au travers des vidéos, mais je vais essayer de justement condenser un peu les éléments de réponse pour en faire une seule finalement. Donc, c'est Castan 413 qui dit, j'ai pas compris, sur le cas d'air liquide, pourquoi faut-il acheter si les actions vont continuer à baisser? Est-ce que ça a du sens pour l'investissement de moyen et de long terme? Alors, je reviens un petit peu en arrière sur, pour moi, les profils. Pour moi, alors il y a d'autres profils évidemment, mais pour moi, voilà, en tout cas, 90% des gens
qui me suivent, je pense, sur les réseaux, et vous, à travers les vidéos, sont sur deux catégories. Première catégorie, on peut être les deux, hein, c'est pas gênant, on peut avoir deux profils. Première catégorie, premier profil, swing trader. Le swing trader, c'est pour moi quelqu'un qui va chercher à surfer les tendances. Notamment, en général, quand on est swing trader, on est acheteur sur le marché, et donc on va chercher des tendances haussières. Donc on va plutôt intervenir sur un marché qui est porteur, on va plutôt intervenir en mettant en place des stratégies, c'est-à-dire des objectifs et surtout des invalidations. Donc voilà, une invalidation de technique. Donc ça c'est le premier profil. Donc c'est plutôt le trader, momentum, accompagnement de tendance, etc. etc. Deuxième profil, c'est le profil investisseur. Là c'est un petit peu différent. Le profil investisseur, c'est quelqu'un qui a fait une ou plusieurs listes de dossiers, de bons dossiers, de dossiers de qualité, avec des bons fondamentaux, etc., avec des perspectives qui l'intéressent, sur lesquelles il veut investir. C'est un investisseur, il va plutôt acheter plutôt sur repli, et en général, lui, il aime, c'est le contraire des swing traders, il aime plutôt les marchés baissiers, il aime accumuler dans des zones clés, et surtout, il a également anticipé, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il a à la fois construit sa liste de valeurs sur lesquelles il souhaite investir, mais il a également tracé des zones sur lesquelles il se dit, bon ben là, si on y va, c'est une opportunité, si on va plus bas, c'est une autre opportunité, etc., etc. Et il va construire de cette manière-là un ensemble de valeurs qui va constituer donc son portefeuille de long terme. Dans les deux cas, ce qui est très important de comprendre, c'est que, et ça c'est vraiment primordial, il est impossible de savoir ce qu'il va se passer. Croyez-moi, je vous le dis souvent, je fais de l'analyse technique depuis très longtemps, c'est peut-être ma plus grande passion, l'analyse technique. J'ai tourné les graphiques dans tous les sens, j'ai passé des centaines, je pèse mes mots, des centaines de nuits blanches à étudier les graphiques. Ce que je peux vous garantir sur facture, c'est qu'il est impossible de savoir ce qu'il va se passer. Même grâce à l'analyse technique, même si vous êtes le meilleur trader possible. Deuxième élément, c'est que l'analyse technique permet une seule chose, c'est de se mettre uniquement du côté des probabilités. Mais c'est pas parce que vous avez raison dans 70% des cas que vous aurez raison demain également. Okay, donc ça, c'est très important de le comprendre. Le seul repère qu'une analyse technique a, c'est l'étude du passé. Mais l'étude du passé ne garantit en rien ce qui va se passer dans le futur. Mais c'est simplement un élément sur lequel, effectivement, on s'appuie. Dernier élément, évidemment, le money management permet d'amortir nos erreurs. On va faire 100 paris, j'aime pas le mot, mais vous avez compris. On va faire 100 paris, ou plutôt 100 stratégies si vous préférez. Sur les 100 stratégies, on va évaluer que, voilà, il va y avoir 50% de nos stratégies qui vont être gagnantes, 50% de nos stratégies qui vont être perdantes. Vous allez me dire, ouais, mais alors, du coup, c'était à zéro. Non, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est bien de comprendre que les 50%, les 50 stratégies sur lesquelles on espère gagner beaucoup plus en gagnant que les 50 sur lesquelles on perd. D'accord? En gros, c'est un petit peu ce que je dis, le jeu de la pièce. Si vous avez une chance sur deux de tomber sur pile ou sur face en jetant une pièce en l'air, si vous avez par exemple un gain de 2 euros quand vous gagnez et une perte de 1 euro quand vous perdez, vous allez jouer, même si vous avez qu'une chance sur deux de gagner. D'accord? Parce que vous savez que l'espérance de gain est beaucoup plus forte que la perte potentielle. Et donc, il vous faut un money management clair, propre, je dirais, pour le coup, équipondéré aussi. C'est-à-dire que, voilà, si quelque part, vous misez trop gros et vous n'êtes pas dans la capacité de couper vos paris perdants, ils vont venir bouffer toute la performance des paris gagnants. Donc là aussi, mais ça se détermine en amont, en avance. Ok? Donc, on repart maintenant sur le cas concret qui nous a été présenté. Air Liquide. Donc, Air Liquide, voilà, je vous ai affiché le graphique en mensuel, mais Air Liquide, ce qui est important, c'est là aussi de bien comprendre les deux profils. Premier profil trader. Profil trader, encore une fois, il va chercher des tendances haussières de court terme. Là, on est sur un graphique journalier. Et il y va, par exemple, jouer des signaux techniques. Donc, des cassures d'obliques, des cassures de résistance horizontale, voilà, encore une fois, des cassures de résistance oblique, des pullbacks, des congestions, etc., etc. Tout ce qu'on voit d'ailleurs au travers des vidéos. Pas de problème. Donc lui, il va chercher véritablement, effectivement, des tendances haussières, notamment journalières.
L'investisseur, lui, c'est pas pareil. L'investisseur, lui, il va quand même chercher les tendances haussières de fond, parce que pour moi, c'est la première qualité, et là aussi, j'appuie vraiment très fortement. Un investisseur, 95, voire 98, voire 100% de ses investissements doit être fait sur des actions qui ont des tendances haussières de long terme, c'est-à-dire des tendances mensuelles où la moyenne mobile à 200 mois, elle est haussière. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il a ceci, il va regarder effectivement des graphiques journaliers, notamment avec des baisses. Là, on le voit sur Air Liquide, notamment, on a une baisse qui est marquée en daily. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder son graphique mensuel et il va tracer de manière très grossière. Il n'y a pas besoin d'avoir, comme je dis souvent, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 en analyse technique pour tracer correctement. Et il va tracer des zones. Il va tracer par exemple des zones horizontales, des zones obliques, etc. etc. Et il va dire, bon ben moi, Air Liquide, ça m'intéresse. Ok? Air Liquide, ça m'intéresse, je veux la rentrer en portefeuille si elle baisse. Je vais tracer une, deux, voire trois zones assez écartées pour bien lisser son prix, avec un money management très bien adapté. Et donc, il va tout simplement mettre des petites alertes et se dire, bon ben voilà, moi j'ai deux zones par exemple hein, sur Air Liquide qui m'intéressent, j'ai la zone des, je sais pas, 150, c'est quelque chose comme ça, et la deuxième zone, c'est les 115, d'accord? Et donc, quand Air Liquide va toucher la première zone, je vais mettre un premier billet dessus, elle va toucher la deuxième zone, je vais mettre un second billet dessus. Et la question, c'est de dire, oui, mais alors du coup, si tu penses que ça baisse jusqu'au 115, pourquoi investir au 150? Mais je ne le pense pas, je n'en sais rien. Comme vous, comme les autres, personne n'en sait rien. Ce que je sais juste, c'est que la zone de 150, c'est une zone où il y a eu précédemment des acheteurs qui se sont présentés. La zone des 115, il y a eu précédemment des acheteurs qui se sont présentés. Et moi, je veux juste me dire, je veux investir sur chacune des zones. Laquelle sera le point bas? J'en sais rien. D'ailleurs, peut-être qu'on ira encore plus bas. J'en sais strictement rien. Mais moi, je veux juste... je considère que la zone des 150 est une belle opportunité et la zone des 115 est une très belle opportunité. Et donc, j'ai investi petit à petit sur chacune des zones sans me prendre la tête, sans me dire est-ce que c'est le point bas, etc. etc. C'est de l'accumulation qui rentre dans le cadre d'un money management très bien adapté. Et pour peu que Air Liquide soit finalement et fait un top de long terme et se retourne et file finalement aux 60 euros, ben c'est pas grave parce que j'aurai diversifié extrêmement bien mon portefeuille et Air Liquide rentrera dans le cadre d'un pari, stratégie perdante, qui sera compensée par tout un tas d'autres stratégies, les 99 autres, que j'aurais basées sur le même principe, et donc les autres, où effectivement, par exemple, ben, j'aurais acheté à 120, et derrière, on ira faire 200 ou 250 à long terme, j'aurais fait x2 par exemple, ou x3 sur certaines valeurs. Et à liquide, en l'occurrence, eh bien, j'aurais perdu une position là-dessus. Ok, voilà, c'est très important de bien comprendre ça et de comprendre que là aussi, si vous voulez, la diversification est extrêmement importante. Bien important de comprendre encore une fois qu'il est impossible pour un investisseur comme pour un trader, y compris un trader excellent en analyse technique, de déterminer les points bas. Ok. Allez, j'ai été long, mais c'était important parce que je sais qu'il y a beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, je vous remercie d'investisseurs qui me suivent au travers de ces vidéos. Et donc, c'était important, bien sûr, de faire le point là-dessus. Désormais, allez, on passe au CAC. Alors, le CAC, donc, je ne vais pas faire le faux modeste, hein, vous me connaissez. Je ne vais pas faire le faux modeste. Je suis extrêmement content parce que, et ça a été difficile, et on me l'a d'ailleurs reproché, j'ai été, je pense, un des rares sur les réseaux depuis fin novembre à vous dire, attention, vous reprenez toutes les vidéos d'instruction, on a dit la même chose, attention, en mensuel, le support oui qui tient toujours sur le CAC, oui, on a joué avec, oui, on s'est fait peur, oui, tout ce que vous voulez, mais jusqu'à preuve du contraire, il a tenu. D'ailleurs, on parlait de la bougie mensuelle et on disait la bougie mensuelle est à l'intérieur de la bougie précédente, ce qui signifie qu'on a une construction. Cette construction est en train de casser par le haut. Et donc, la semaine dernière, je vous disais, l'objectif c'est d'aller toucher la moyenne mobile à 200 jours et regardez qu'est-ce qu'on a fait. Patati, patata, patatras. On est venu toucher donc la zone et je vous avais dit, voilà, j'ai la deuxième zone, les 7007 à aller chercher. Qui sont les plus hauts ici, et nous y sommes aujourd'hui. Donc voilà, la construction, elle a été d'une propreté exceptionnelle. C'est là où, des fois, je me pose des questions entre ceux qui prétendent faire de l'analyse technique et qui sont vendeurs sur le CAC 40 en voyant de telles constructions. C'est impossible d'être vendeur quand on voit de telles constructions. Quand on voit ici l'oblique, la congestion ici, la cassure, le pullback, une nouvelle congestion, ici de nouveau la cassure, une nouvelle congestion et à nouveau la cassure, on ne peut pas être vendeur sur le marché. C'est pas possible. On ne peut pas être vendeur.
on est vendeur, effectivement, si on recasse des niveaux de support, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas sur le CAC 40, et Dieu sait qu'on l'a dit ici. Donc, voilà, attention, ça ne veut pas dire que tout va bien, ça ne veut pas dire que ça y est, on va, etc., etc., mais en attendant, les constructions étaient propres. Et quand un marché construit, c'est un marché qui a confiance. Tant que le marché tient les supports, c'est un marché qui a confiance. C'est quand on pète les supports que le marché en général panique. Ok? Donc, voilà, je vais répondre à la question de la vidéo, hein. C'est peut-on aller à 8000 points? La réponse est oui. La réponse est oui. Et moi, je pense même qu'il est probable qu'on aille aux 8000 points. Je pense que, voilà. Maintenant, là, à court terme, voilà, à court terme, je vois deux gaps haussiers. Voilà. C'est toujours la même chose. Quand on était ici dans les zones de support, on disait attention, ça casse pas par le bas. Il y a un potentiel haussier, il y a des ratios gain-risque intéressants, etc. Personne n'y croyait. Et c'est là où on vient de se taper un gain depuis fin novembre de plus de 8%. On a gagné quand même 600 points sur le CAC. 600 points en 34 séances. C'est là où tout le monde va commencer à passer acheteur. Dans quelques jours. Et c'est dans quelques jours que vous allez voir tous celles et ceux qui vous ont expliqué à la fin de l'année 2024 qu'il fallait faire all-in sur les US, etc., que la France c'était fini, etc., qui vont vous expliquer maintenant qu'il faut passer à l'achat. Et c'est là où il faudra faire attention. C'est toujours la même chose. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on attend maintenant sur le CAC? Qu'est-ce qui va faire que potentiellement, oui, derrière, on va aller aux 8000? Toujours la même chose. C'est la construction. Toujours la même chose. La même construction qu'on a eu là, la même construction qu'on a eu là. Si vous avez quelque chose qui ressemble à ça et qui vient s'inscrire là-dedans, bye, on achète. On achète pour aller viser les 8000 et pour aller viser les zones de gap ici, etc. Ok? En revanche, pour moi, alors l'invalidation qui était remontée aux alentours des 7380, on la remonte désormais, puisque pour moi, l'invalidation pour moi haussière du CAC, elle est là. C'est-à-dire on repasse sous les 7480, toujours 20 points en dessous, 20 points au-dessus de la centaine sur le CAC, toujours. Parce que souvent, ils vont chercher les stops sous la centaine, pensant que... Je veux dire, bon, là, je fais juste une aparté. On vous explique toujours beaucoup de bêtises, malheureusement, puisqu'on vous dit souvent, pour les traders des indices, on vous dit toujours mettez les stops sous les chiffres ronds. C'est-à-dire, vous mettez les stops, en gros, si vous achetez jusqu'à 7500, vous mettez un stop à 7495. Et comme ça, vous êtes tranquille. Et en général, si vous faites stopper, c'est que le marché va plus bas. Non, souvent, ils vont chercher beaucoup plus bas. Ils vont chercher 20-25 points en dessous. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher les stops que tout le monde a mis, parce qu'ils ont lu qu'il fallait faire ça dans les livres. Ils vont chercher les stops, ils créent la liquidité et ils repartent vers le nord. Donc, toujours, attention, souvent, les zones de support, elles sont 20 points sous les zones de centaines. Voilà, moi qui ai beaucoup tradé les indices par le passé, plus maintenant, j'ai gardé quand même quelques réflexes. Et donc, voilà, je vous le dis, pour les traders d'indices, faites attention à ça. C'est une petite astuce que je vous donne. Bref, donc voilà, ce qu'on attend maintenant, c'est la congestion, la construction. En tout cas, le CAC, à ce stade, va forcément extrêmement bien. Ok, donc invalidation sous les 7480. Et là, effectivement, on parlera de changement. Le CAC Small, lui, un peu plus de mal, même je dirais beaucoup plus de mal. Vous voyez, on avait parlé d'ailleurs la semaine dernière d'une invalidation sous les 10 500. On les a tenus malgré tout. On s'est fait un petit peu peur, mais on les tient encore. Mais c'est un petit peu plus moche, d'accord? On est presque là sur un pullback, donc attention quand même. Bon, c'est pas encore mort, mais attention quand même, il est temps probablement de réagir. On est dans la construction encore. Alors, en réalité, le vrai support, il est là, peu importe. Mais il faut réagir, il faut regagner la M10 rapidement. Voilà, on peut considérer, je pense, quand même, là maintenant, hein, les 10 460. On peut considérer que c'est un support intermédiaire. Il doit y avoir d'ailleurs un petit support là, voilà. Il doit y avoir un petit support comme ça. Donc, tant qu'on tient ça, on peut espérer aller rechercher la zone ici des 11 000. Ok? On passe désormais, si vous le voulez bien, aux actions. Je reprends ma petite listounette. LVMH. Bon, LVMH, bah, là aussi, je ne vais pas cacher mon plaisir. LVMH, puisque la semaine dernière, je vous disais, quel est l'objectif? Voilà, j'avais mis l'ellipse là, regardez, poum. Alors, bon, il y a eu de la réussite, hein. Bien sûr. Le bis descendant, la cassure, le pullback, et derrière, boum. Donc voilà, bon, c'était quand même extrêmement compliqué. Mais voilà, pour moi, quand même, attention, c'est là où ça va être très, très important. Voilà, il y a deux scénarios possibles. Il y a deux scénarios possibles hein. Pour le CAC et donc pour LVMH. C'est soit, effectivement, ça y est, vous avez fait le pullback et vous repartez à la baisse.
Donc si vous voyez dans les prochains jours, et c'est pas ce qui pour le moment, nous ne sommes que vendredi matin, hein, donc c'est encore très tôt pour savoir, mais pour le moment, voilà, on a une mise en place de congestion. Par contre, voilà, si vous avez quelque chose qui se construit là, dans les prochaines semaines, alors là, ça veut dire que le CAC va plus haut. Ok. Donc, niveau d'invalidation, je pense, globalement, tant qu'on tient, grosso modo, les 665 € sur LVMH, on peut construire au-dessus et on peut espérer beaucoup mieux pour la suite, et donc pour le CAC, et donc pour LVMH, et donc pour globalement le luxe. Donc, on passe désormais à Hermès. Alors, Hermès, voilà, ça fait partie des... là aussi, moi, comme vous le savez, hein, je vous montre toujours les choses bonnes comme les mauvaises, entre guillemets, ou du moins, Hermès fait partie des actions sur lesquelles j'attendais beaucoup plus de repli. Alors oui, il y avait le double appui, etc., que certains jours, on en avait parlé d'ailleurs, hein, avec la congestion, on avait bien parlé de cette congestion, avec la possibilité pour un trader, elle était là la congestion, pour un trader d'acheter la cassure avec un stop dessous, etc., donc très bien. Mais pour les investisseurs, pour moi, on n'a pas touché les zones que j'attendais. Pour moi, les investisseurs, il y avait deux zones, et la première, elle était là, aux alentours des 1600, 1650. Donc elle n'a pas été touchée. Tant pis, ça fait partie des choses, où il y en aura d'autres hein, dans cette vidéo, où ben, voilà, on attend des zones, et ces zones ne sont pas touchées, on n'a pas d'opportunité forte, donc on n'y va pas. Donc voilà, positif bien sûr sur Hermès, toutefois, voilà, plus haut historique. Donc quid du potentiel, on peut aller évidemment un petit peu plus haut, mais c'est plus le moment pour moi évidemment de rentrer sur Hermès. Kering en revanche, elle, c'est bien reprise. Donc on parlait, alors je vous le mets en hebdo, de la zone des plus hauts ici de 2001, donc qui pour le moment fait fortement bien résistance. On a effectivement un gros rebond qui s'est mis en place, mais pour le moment en tout cas, on n'a pas de signal. Le signal technique sera donné à partir du moment où on repassera sur du moyen terme au-dessus des 250. Donc c'est un gros range, hein, les 250 €. Voilà, un gros range que vous avez ici. C'est un support ici, c'est une résistance ici, résistance là, résistance là, résistance là. Donc à suivre de près, Kering, là aussi, au même titre que LVMH, etc. Bah, finalement, vous allez avoir la réponse. Tant qu'on est au milieu, le CAC construit. À partir du moment où vous cassez par le haut, le CAC va à 8000. À partir du moment où vous cassez par le bas, le CAC ira certainement retourner sous les 7300, etc. Ok. Donc à suivre de près, le potentiel est quand même très important. On n'a pas, sur Kering, même si on a des rebonds forts, on n'a pas, pour moi, de retournement de tendance potentiel. Le retournement de tendance potentiel, il aura lieu à minima quand cette moyenne mobile à 200 jours se retournera à la hausse, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pour le moment, par contre, on est dans l'étape intermédiaire, c'est-à-dire une stabilisation. Kering fait partie des actions que je vais suivre de près par rapport à cette configuration-là, même si on n'a pas encore le signal d'achat pour du moyen terme. Ok. FDJ, alors je vous la montre parce que je trouve qu'on va revenir petit à petit sur des zones qui sont intéressantes. FDJ, moi je la vois comme ça. Allez, je vais même nettoyer mon graphique, ce sera encore plus simple. Voilà. FDJ, moi je la vois comme ça. En gros, c'est une zone support, support, support. Donc, à partir du moment où on va se rapprocher de cette zone-là, qui correspond d'ailleurs, hop là, pardonnez-moi, qui correspond d'ailleurs, grosso modo, voilà, à cette zone-là. J'ajuste un peu tout ça, parce que sinon c'est moche. On va essayer de travailler proprement. Voilà. Donc là, c'est toujours la même chose. Allez, on va même mettre cette oblique-là, comme ça, ce sera propre. Vous mettez cette oblique. Il y a deux possibilités. Pour rentrer sur FDJ pour un trader, ou alors pour un investisseur, ce sera là, très bien. Pour un trader, ce sera là aussi, avec congestion, éventuellement cassure, etc. Donc assure de près, parce qu'on n'est plus très loin. Là, il y a un petit rebond, mais pour moi, c'est insuffisant. On a un potentiel de baisse supplémentaire de 5-6%. Donc on va suivre de près. Ok, FDJ, donc à suivre de près, titre que je vais continuer également à surveiller. Ça ne m'intéresse pas énormément, mais ça se suit. Carrefour à suivre de très près également. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur un dénouement. On arrive sur un dénouement sur Carrefour avec, en effet, voilà, là je suis en journalier, mais bon, en mensuel c'est la même chose. On arrive sur effectivement une grosse congestion. Donc là aussi, il y a deux hypothèses. Effectivement, soit on casse par le bas, et là, ça veut dire que ben, c'est un casino bis. Hein. Voilà. Soit on casse par le haut, et c'est mon scénario privilégié. On casse par le haut, et là on relance une tendance haussière. Voilà. Pourquoi c'est mon scénario privilégié? Parce que je trouve que l'entreprise est en bonne santé, je trouve que le management est bon.
Et je pense que le secteur pourrait se reprendre dans les années à venir. Voilà, donc ça se surveille de près, fait partie aussi des actions qui peuvent bénéficier d'un CAC 40 qui va mieux. Sword, très belle action, je vous la montre sur l'unité de temps longue, c'est-à-dire, ouais, je peux vous la montrer en mensuel, mais voilà, en mensuel, elle est beaucoup plus propre. Voilà. Pour moi, alors c'est une tendance haussière, très belle action, Sword, mais voilà, on n'est pas encore dans une zone qui m'intéresse. Pour moi, on est sur un support oblique, support, 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 et j'espère support. Vous voyez la moyenne mobile d'ailleurs, ici à 200 mois qui arrive. Donc toute cette zone, si on y va, on regarde si des signaux d'achat se déclenchent dans cette zone-là pour aller chercher. Donc ça veut dire la zone des 27 euros, 26 euros. Enfin, on verra au moment évidemment où on y sera. Ok? On continue donc avec Nexence. Nexence, c'est une action qui a beaucoup baissé. Alors, je vous la mets également en mensuel. Donc elle a baissé parce que bon, il y a eu des baisses de recommandations d'un certain nombre de brokers et il y a l'effet Trump, hein, puisqu'on sait que Nexence sert beaucoup l'éolien et que Trump n'est pas forcément très axé, c'est le moins que l'on puisse dire, sur l'éolien. Donc ça a fait mal à l'action qui s'est repliée forcément de beaucoup, hein, de 40%. Et malgré la baisse, alors j'ai vu que beaucoup d'ailleurs, j'avais une discussion avec quelqu'un le mois dernier qui me disait, moi j'ai fait all-in dans la baisse, mais moi, je suis un peu inquiet quand même parce que je trouve que la baisse est peut-être pas terminée. Alors, on peut avoir des rebonds, hein, bien sûr, mais la baisse est peut-être pas terminée. Et voilà, minimum, première zone, première, hein, minimum plutôt à proximité de ce support oblique là, voire même celui-ci, le support horizontal. Et après, voilà, donc allez-y tranquillement. On verra, hein, ou alors, sinon vous attendez, voilà, qu'il y ait une congestion et vous tentez quelque chose. Mais pour moi là, anticiper le retournement, c'est un peu tôt. D'ailleurs, voilà, par rapport au mois dernier, on a déjà une baisse supplémentaire de 20%, donc vous voyez, c'est un peu limite. Donc patience pour le moment pour Nexence. Edenred, je vous en ai parlé comme un des titres à suivre parce que la congestion est fort belle puisque nous sommes sur les plus hauts de 2013, 2015, les plus bas également, et les plus hauts de 2018, les plus bas également de 2018-2020, et là on a une superbe congestion, avec d'ailleurs un inside bar en cours mensuel, on verra si il se confirme ou pas, et on a une magnifique congestion, donc il va falloir bien sûr confirmer, tout n'est pas fait, on a cassé certes l'oblique, mais encore une fois, on n'a pas la validation technique horizontale, mais voilà, je trouve que, alors c'est pas un dossier sans risque, donc il faut faire attention au money management, mais voilà, éventuellement des 32,30, on peut avoir un signal, le stop d'invalidation sous les 29, et après on jouera. On jouera un retournement. C'est anticipé parce que vous le voyez là aussi, la moyenne mobile elle est baissière, la moyenne mobile à 200 jours elle est baissière, mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Les volumes là aussi sont quand même en fort ralentissement, on voit la moyenne là qui baisse. Donc voilà, ça se tente, pourquoi pas. Effectivement tenter quelque chose sur Edenred en cas de cassure par le haut. Danone, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu celle-ci, donc on en avait beaucoup parlé, souvenez-vous, dans la congestion ici. Et ben voilà, on avait d'ailleurs parlé d'un scénario. Alors, ça reste une config en retournement, hein, là aussi, hein, une config haussière. Magnifique, donc on avait dit effectivement que il fallait construire une congestion. Ben tiens, c'est exactement ce qu'on fait. Bon, ça c'est vieux, ça doit être de cet été. Eh bien, ça ressemble un peu, donc on savait pas vraiment à quoi ça allait ressembler, mais finalement on n'était pas loin de la vérité. Donc voilà, on peut commencer tranquillement à tracer. C'est toujours pareil, hein, les figures, bon, il faut avoir conscience, toujours, hein, il faut avoir conscience qu'on ne sait pas à quoi elles vont ressembler en avance. Il faut attendre qu'on ait des bougies. Et là, vous voyez, on commence à en avoir pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 points d'appui, 2 points d'appui en haut, donc un peu léger en haut, mais voilà, on peut se dire que, eh bien, on a un signal de relance si on arrive à repasser au-dessus des 66 euros, on va dire, grosso modo. Donc c'est pas mal, on casse par le haut, pour moi c'est premier objectif, aller chercher le top ici, le top de octobre, et deuxième objectif, pour moi c'est d'aller rechercher, alors vous avez un gros gap, hein, ici notamment, je le trace à l'arrache pour aller vite, mais vous devez avoir une zone de gap qui est par là, et puis après les nouveaux plus hauts. Hein. Donc voilà, tout ceci sera invalidé en cas de cassure, bien sûr, de nouveaux plus bas, après la cassure de nouveaux plus hauts, d'accord ? Donc pour moi, hein, à ce stade en tout cas, c'est positif sur effectivement Danone.
Alten. Alten. Donc Alten, pareil, je vous la montre, ça se suit, ça fait un moment qu'on en parle. Donc Alten, grosse zone de support oblique. Voilà, zone de support oblique touchée ici en 2012, 2013, 2014, 2020. On est dessus, on fait la congestion. D'accord? Donc ça se surveille de très très près. Cette congestion, pour moi, elle est belle. Tout ceci sera invalidé si on casse par le bas et qu'on repasse sous les 73 euros. Mais la congestion, elle est fort belle pour aller chercher, toujours pareil, l'entrée de gap et la fermeture, et plus si affinité. Donc, à suivre de très très près. Je regarde que j'ai rien oublié. Non, Morel. Donc, Morel, les TP que je vous avais indiqué il y a des semaines ont été touchés. On le voit ici. Tiens, il y a une grosse mèche aujourd'hui. La vache. Ouais, il y a une mèche à moins 6. Donc voilà, pour moi, objectif numéro 1 touché. On continue éventuellement d'accompagner pour le reste. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Non, n'y allez plus sur Morel, de grâce. Voilà, on arrive sur des niveaux de résistance. C'est plus le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas continuer à monter. Encore une fois, il faut bien comprendre la différence. Ça veut juste dire que le ratio gain-risque, il n'est pas bon. Le signal d'achat. Je vous l'avais partagé, il était au-dessus des 5,18 €, 5,23 €. L'invalidation, elle était là, j'ai rien touché. Voilà, ceux qui me suivent, vous le savez, je touche pas. La cassure pour jouer effectivement les objectifs 1, 2 avec un stop là. Donc voilà, pour moi, grosso modo, c'était quand même quelque chose qui était assez intéressant. Mais là, ce n'est plus intéressant. Pour moi, en termes de ratio gain-risque, j'adore Morel, c'est une super boîte, mais c'est plus intéressant. Guillemot, elle se traîne, effectivement, c'est une des actions aussi que je suis de très près pour 2025. Elle se traîne, voilà. Alors, c'est une bonne nouvelle, hein, une action qui se traîne pour moi souvent. Mais voilà, on est sur les niveaux de... Voilà, on a cassé le support, on a cassé la résistance ici. Donc voilà, on recasse aussi la résistance en haut ici, donc ça bloque un peu. Donc il faut suivre le gros niveau de résistance est en rouge, résistance horizontale est en rouge. Donc il va falloir voilà, arriver effectivement à s'extraire au-dessus des 7,70 € pour arriver véritablement à relancer la tendance et à arriver à retourner effectivement la tendance de long terme sur Guillemot. Et le potentiel est vraiment intéressant. Regardez le retournement de la moyenne mobile à 200 jours avec la construction au-dessus. Parfait. Hélice. Alors Hélice, c'est une action pareil que j'aime beaucoup, mais je trouve, alors on va le voir en mensuel, c'est plus joli en mensuel. Voilà, oui, il y a des réactions, oui, parce que c'est une belle tendance haussière, etc. Mais là aussi, j'ai pas encore touché la zone que j'attends. La zone que j'attends, moi, elle est là. Donc, on va dire la zone des 16 €, voire plus bas, selon la vitesse à laquelle l'action baisse. Si ça repart à la hausse, tant pis, c'est pas grave. Voilà, moi, ce que je veux, j'ai un scénario, c'est revenir ici pour jouer la hausse. Si ça fait directement la hausse, ben, on aura d'autres dossiers, c'est pas grave les amis, ok. Xilam, donc nous on l'avait suivi précédemment Xilam dans la première construction après la grosse baisse. Voilà, qui était là, c'est vieux, hein, enfin c'est vieux. Ça date de quand ça? Ouais, du début de l'année dernière, donc effectivement il y avait des belles constructions, on le voit, des cassures, des pullbacks, cassures, pullbacks, donc il y avait des belles choses, je visais d'ailleurs l'entrée de gap qui n'a jamais été atteint. Et puis depuis, patatras, on est repassé, etc. à la baisse. Maintenant, ce qui est intéressant, alors c'est un titre peu liquide, très très peu liquide, hein, donc vraiment faites attention. Moi, j'en prendrai pas du Xilam, je vous mets à l'aise là-dessus. Voilà, quand on a là où on vous parle 4 000 € échangés, enfin au bout d'un moment, moi je veux bien, mais c'est quand même compliqué quoi. Bref, moi du moment où je dois regarder un carnet d'ordre pour rentrer, ça me saoule, donc j'y vais pas. Mais bon, après c'est mon avis, je comprends qu'il y ait beaucoup de traders qui se régalent, attention, hein, je critique pas, mais je vous dis moi ce que je fais. Après, je trouve qu'on est dans une construction qui est pas mal par contre. Ça c'est vrai. Construction pas mal avec 3 points d'appui. Il va falloir casser ça. Arriver à repasser au-dessus des 4 €. On arrive à repasser au-dessus des 4 € pour Xilam. Et bien à ce moment-là, on tente la cassure et on va chercher, pourquoi pas, on va dire les 5 €, les 5,40 € et éventuellement les 5,92 €. Tout ceci, bien entendu, était invalidé si on repasse sous les 3,26 €. Ok. Crédit Agricole fait partie aussi des déceptions. Vous avez proposé une zone d'achat qui n'a jamais été atteinte, à quelques euros près, même pas, puisque vous avez proposé une zone d'achat sous les 12 € et on a fait le plus bas à non, je dis une bêtise, sous les 2,17 € et on a fait le plus bas à 12,32 €. Mais elle n'a pas été touchée. Donc voilà, moi la première zone, je vous l'avais dit, c'était là. Ce qu'on espérait, c'était le mouvement qui a eu lieu, mais un tout petit peu plus bas. Voilà, c'était de faire ça et de repartir pour viser cette zone-là dans un premier temps et cette zone-là dans un deuxième, qui correspond d'ailleurs au gap. Je pense que c'est un gap de dividende ici. Okay. Mais voilà. Donc on a effectivement un franchissement d'oblique, etc. Voilà. Et pour moi, c'est plus le moment d'aller sur Crédit Agricole. Voilà. L'opportunité est passée. Pour moi, il n'y avait pas d'opportunité à saisir. Tant pis. Ok.
Donc attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas monter, même au contraire, hein, les objectifs, voilà, encore une fois, c'est de revenir, peut-être combler le gap de fin mai. Fin mai? Ouais, fin mai. Ok. Ribert. Donc bon, Ribert, hein, quoi de plus à dire? Magnifique, exceptionnelissime. Mais voilà, comme d'habitude, donc depuis la zone d'achat, 43%, hein, jusqu'à 43% de gains, fabuleux. Mais comme je vous le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, regardez, où est le pic de volume. Quand certains sur Twitter, etc., vous disent il faut y aller quand il y a des volumes, regardez quand est-ce qu'est le volume le plus fort. Le volume le plus fort, c'est la journée de mercredi. Où est le top de Ribert? Mercredi. Voilà. Ok. Donc là aussi, quand il y a des volumes, faites attention. Quand il y a des volumes historiques sur la valeur, c'est volume historique, hein, c'est les plus hauts volumes depuis 2023. Hein, donc volume historique, ça arrive que 3-4 fois. D'ailleurs, regardez, hein, regardez ce que je vous dis. Voilà. Il faut toujours vérifier ce que je dis, parce que je raconte beaucoup de bêtises quand même. Faut pas l'oublier. Mais regardez, je regarde juste les tops de volume. Alors, je sais pas si à l'écran ce sera visible, mais c'est pas grave. Juste allez, les 3 derniers. Regardez les tops de volume où ils sont. Regardez. Vous avez vu les tops de volume? Regardez. Regardez. Vous avez vu les tops de volume où ils sont? Ils sont où les tops de volume? Ils sont sur les points bas ou ils sont sur les points hauts? Voilà. Vous avez la réponse. Voilà. Absolument le contraire de ce qu'on vous explique. Quand on vous explique qu'il quand il y a beaucoup de volume, il faut y aller, c'est que les fonds rentrent, etc. Non, c'est quand souvent les fonds sortent. Les fonds, ils accumulent quand il n'y a pas de volume. Justement, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à se montrer. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils accumulent petit à petit, ils font pas bouger le cours. Et puis au dernier moment, ils font péter effectivement les résistances. Les petits porteurs rentrent et donc ça crée du volume. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. N'oubliez pas qu'un volume, c'est un échange. C'est un acheteur contre un vendeur. Quand il y a un gros volume, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs, c'est vrai, mais qu'il y a beaucoup de vendeurs aussi. En tout cas, en termes de nombre de titres. Ok. Donc voilà, donc Ribber pour moi, hein, effectivement, pour moi, il n'y a rien à faire. Donc il faut attendre une congestion, voire un pullback ici pour retenter. Ok, mais pour le moment, il n'y a absolument rien à faire sur Ribber, sauf les traders, voilà, très court terme, qui jouent des rebonds techniques, etc. etc. Steve, eh bien écoutez, pas mal. Nous, on a repris un petit trade là sur Steve parce que je trouvais que voilà, on a fait le suivi ensemble, hein, donc vous savez très bien ce que je veux vous dire. Cassure, congestion, cassure, congestion, cassure, congestion, cassure, congestion. Et là derrière, on a eu la même chose. On en a beaucoup parlé ici, au-dessus des 23,60 €. Et je vous avais dit, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est si on parvient en effet à casser l'oblique et à construire. On a cassé l'oblique et regardez ici, très très peu de volume. Donc nous, on a pris la cassure effectivement ici. Très très peu de volume. Volume en forte baisse et plus petit volume. Donc nous, on a pris la cassure ici. Donc voilà, il y avait un gain jusqu'à 5%, mais on va voir. Moi, c'est une toute petite position parce que là-dessus, voilà, là aussi, il n'y a pas énormément d'échanges. En moyenne, hein, c'est 380, 400 000 €. C'est mieux, hein, bien sûr, hein, que Xilam, mais on ne peut pas non plus faire, voilà, faire d'énormes positions là-dessus. Ok, Alphen. Alors, Alphen, bon, là, pour le coup, hein, l'analyse technique, elle a eu quand même énormément de. Voilà, vous reprenez, j'ai rien touché. Voilà, j'ai rien touché. Vous prenez le graphique de ce qu'on disait la semaine dernière. Vous avez dit, voilà, zone de rebond, vous prenez un Fibo. Voilà, je refais ce qu'on a dit. J'ai dit, la zone des 61,8 peut faire effectivement support. J'avais tracé tout ça la semaine dernière. Vous pouvez le reprendre encore une fois. Et derrière, pouf, j'ai dit, on reviendra là. Et ce qui va vraiment potentiellement changer, c'est la construction qu'on va faire. Arriver à construire pour enfin casser. Sur cette action, moi je surveille de très très près. Maintenant, l'invalidation qui était sous le pattern, je la monte et elle est là désormais sous les 11,56 €. Donc à suivre de très près. UMG assure également de très très près. J'adore ce qu'elle fait, UMG. Donc Bolloré, je crois, en a beaucoup. Donc voilà, gros pattern ici. Cassure, assure de très très près pour aller chercher le comblement du gap qui était inscrit ici. Onward, alors moi j'en avais, on est sorti, j'en avais avec le salon, on est sorti, hein, voilà, on est sorti, nous on avait pris la cassure ici des 5,40 €, on est sorti avec un gain intéressant, 13%. Pourquoi je la surveillais? Parce que je trouvais que la config long terme était belle, avec une espèce d'épaule tête à épaule inversée. Je connais pas le dossier, donc c'était pas une énorme position, je connais pas le dossier, et puis voilà, dès qu'il y a marqué médical, biotech, tout ça, moi je fais toujours extrêmement attention, parce que ça m'a eu coûté très cher sur certaines valeurs.
Donc voilà, mais ça reste positif. Donc on va suivre. Je peux éventuellement retenter quelque chose si on a un pattern là-dedans. Donc à voir de près, à surveiller là si on a un pattern au-dessus pour jouer une nouvelle cassure. Ok. Sécher, c'était une tendance haussière qui a pété par le bas. Voilà, on va la mettre en mensuel. Voilà, elle est très belle en mensuel. Donc nous avions effectivement une tendance haussière pour moi qui était établie ici par le support oblique là. Et finalement, ce support oblique ici, il a pété par le bas. Par contre, je trouve qu'on est sur une très très belle zone très importante qui correspond au plus haut ici de novembre 2009, au plus haut ici de mars 2011, au plus haut ici de décembre 2021, et nous sommes ici. Donc à suivre de très très près cette zone-là, s'il y a un signal de retournement. Alors là, regardez en daily, c'est intéressant ce qu'elle fait. Alors c'est chaîne un peu erratique, donc c'est toujours un peu galère à trader, mais là c'est intéressant. Vous voyez, les volumes. Alors on va regarder, mais les volumes sont en baisse depuis 4 jours, depuis 4 séances, à confirmer aujourd'hui, la séance est en cours. Mais voilà, baisse des volumes, donc éventuellement si on a une congestion, on trade la cassure pour vous avec un stop sous le pattern, et on va chercher minimum 80, voire éventuellement plus si affinité. Montagne et Gilles pour mes amis portugais. Pas mal du tout. Montagne et Gilles, donc c'est une tendance haussière de très long terme. Intéressant. On a congestionné sous l'oblique. On peut même, voilà, plusieurs manières de tracer, c'est toujours la même chose. Mais voilà, on était grosso modo dans un pattern. Comme ça, on a cassé par le haut et c'est assez intéressant puisqu'on a fait la cassure, le pullback ici, on est en train de relancer. Donc c'est plutôt pas mal. Attention, les niveaux de prise de position, là-dedans, ça risque de prendre un peu des positions, mais en tout cas, c'est en train de se retourner. Pour moi, il y avait éventuellement quelque chose à tenter là à la cassure ici, mais là c'est un peu tard. Voilà, il y avait éventuellement la cassure des 2,82 € à jouer pour aller chercher les 3,09 € avec un stop sous le pattern ici, sous le double appui ici, hein, finalement. Mais là c'est un peu haut. Voilà. Donc à voir. Pourquoi pas si vous avez voilà, une petite congestion intermédiaire pour aller chercher de nouveau plus haut ici. On passe aux US si vous le voulez bien avec BlackBerry que j'ai pas vu depuis longtemps. On m'a dit que ça ressemblait à une recovery BlackBerry. On va voir. BlackBerry, elle est là. Alors on va la mettre en mensuel toujours. Ah oui. Waouh. En effet. Ouais, c'est pas mal. Hein. Là comme ça déjà, à mon avis, on doit être sur des plus bas. Ouais. C'est pas mal. Hein. Alors je la trace en direct. Hein. Je la trace en direct. Alors je pense que c'est... Il y a ça, et je pense qu'il y a également un support oblique. Voilà. Support oblique qui devait être là. Je vais vous mettre en noir pour que ça ressorte, mais à mon avis c'était ça. Hop là, voilà. C'était ça. Il devait y avoir en plus, je pense, un beau bisou là. Waouh, regardez la congestion là. Bah, c'était beau ça. Bah, je ne l'ai pas vu. Ah, quand vous voyez ces petites bougies là en mensuel, alors ça c'est cadeau en général. Donc c'était superbe. Ouais, c'était ça. Il y avait l'achat à faire ici, au-dessus des... Hop, j'enlève ça du coup. Il y avait un achat ici à faire. Ouais, effectivement, hein, c'est en train de se retourner, la moyenne mobile, etc. Donc à voir. Idéalement, il faudrait la construction d'un beau pattern. C'est-à-dire que, effectivement, on a une baisse infinie. Derrière, on a le premier push. Il faudrait une construction et derrière, on relance. Donc à suivre de très très près, en effet. En effet, hein, bien vu. Je sais pas qui c'est qui me l'a proposé, mais en effet, il y a peut-être quelque chose à faire pour jouer du rebond. À minima technique et plus si affinité. Donc à suivre. Là, voilà, je trace un peu au hasard parce qu'on n'a pas d'éléments, hein, il n'y a pas assez de bougies. Hein, donc il faut quelque chose de beaucoup plus long. Il faut quelque chose qui ressemble à... pour vous donner un peu un exemple, voilà. Il faudrait quelque chose qui ressemble à ça. Hop là. Tac. Je vous le montre. Voilà. Il faudrait quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais faire CTRL C. Hop. Bon, voilà. Bon, le pattern est beaucoup plus grand, mais vous avez compris. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose comme ça, une construction qui ressemble vraiment à ça, et ensuite, on casse par le haut. Donc, on va la suivre, pas de problème, bien vu. Microsoft, pas acheteur sur Microsoft, là aussi, pour moi, voilà, on est
dans un gros canal haussier, je peux vous le montrer peut-être en mensuel, dans un gros canal haussier, bon, le haut est peut-être pas hyper bien tracé, mais en tout cas, on en est là. Donc voilà, gros canal haussier, je suis... voilà. Alors après, le pattern n'est pas moche, hein, attention, hein. C'est là où voilà, on peut encore aller faire de nouveaux plus hauts, parce que lorsqu'on trace un peu, on peut, voilà, certains peuvent considérer qu'on est en train de créer une très très belle structure. Voilà. Mais pour le moment, c'est de la construction, qui peut durer d'ailleurs une bonne partie de l'année 2025, hein, pour information. Ok, ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a Novo. À Novo, je vais vous la mettre aussi en mensuel. Novo, ouais, moi je trouve que ça y est, on commence à petit, voilà, en hebdo peut-être. Ouais. En hebdo, donc voilà. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était ici en octobre. Vous avez dit, voilà, on vise cette zone-là. On est allé tellement vite en fait que moi ce que j'espérais, voilà, c'était plutôt ça. C'était plutôt quelque chose comme ça, mais on l'a pas eu. On a eu la baisse directe. Donc à suivre de près. Mais la zone, là, voilà, du coup, je baisse un peu mon niveau de zone, hein, forcément, parce que je ne m'attendais pas à voilà, une baisse aussi rapide. Mais je pense quand même que la zone des 71 à 80 dollars, je suis sur la cotation américaine, hein, c'est le NICE de mémoire. Ouais. Donc voilà, cette zone-là, ouais, peut être une zone intéressante. On peut même pousser, voilà, vous avez vu, bon, vous avez compris l'idée. Donc à voir, et si on a un signal de retournement, encore mieux, voilà, même pour les traders, hein. Ça peut être vraiment super joli. Visa, moi je suis pas acheteur sur Visa sur ce niveau de prix là. Donc voilà, pour moi on est sur l'autre canal. Donc il y avait eu effectivement un petit repli là sur la période d'été. Mais voilà, je suis pas, ça n'empêche pas que c'est une super valeur, mais voilà, plutôt, voilà, il y aura peut-être des niveaux de support à aller chercher tôt ou tard. Donc voilà, peut-être si on a quelque chose comme ça. Mais pour moi, là, c'est pas un niveau d'opportunité forte. Rapidement, Apple, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je vous renvoie à l'analyse de la semaine dernière, si ce n'est que quand même elle a perdu 4% hier. Et voilà, moi je reste toujours sur la même idée. Oh, je ne vais pas me mettre en cafard. Je reste toujours sur la même idée que, en effet, voilà, pour moi, Apple, c'est pas super beau. Et donc on est plutôt sur un canal haussier là aussi. Allez, j'efface tout. Vous savez, des fois il faut. Voilà. On efface tout. Ce sera plus propre. Quand c'est trop bordélique, quand vous ne vous retrouvez pas dans vos programmes graphiques, il ne faut pas hésiter. Vraiment, il faut pas. Il n'y a pas de honte. Voilà, là c'est mieux. Ah, voyez, c'est plus propre. Hein, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc par contre, la zone, ouais, alors là, la zone, là, la zone des 200, c'est déjà mieux. La zone des 200, là, si on a un petit signal, ok, pourquoi pas. Et après, si par contre on casse la tendance, il y aura une petite zone ici et une petite zone ici. Donc les 165 et les 124 dollars. Ok, et Nvidia, avant de passer au titre à suivre et au screener que vous attendez tous, Nvidia, j'ai toujours le même avis, je n'ai pas changé. Donc moi, voilà, ce n'est pas de l'investissement. Pour moi, c'est pas une zone d'investissement. Trader, le bas de canal éventuellement sous les 125 pour vouer une nouvelle relance. Et investisseur, pour moi, voilà, n'accumulez pas pour du long terme sur Nvidia. À mon avis, le ratio gain-risque est insuffisant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de nouveaux plus hauts. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller aux 150, 160, 170 dollars. Ça veut dire que le ratio entre la perte potentielle et le gain potentiel est pour moi et pas à votre faveur. Ok. Le titre à suivre, c'est ah oui, Lectra. Lectra, alors ils font, je crois, de la découpe de cuir pour les automobiles, etc. Très belle tendance haussière. Très très belle tendance haussière. Et là, vous voyez, on a un niveau de support oblique. Et nous y sommes. Support oblique, support horizontal. Enfin, nous y sommes. Nous y sommes presque, on va dire. Et j'ai la sensation, je dis bien j'ai la sensation, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais j'ai la sensation qu'on est en train de construire une structure de retournement. Alors comment elle est, je ne sais pas. Est-ce que c'est un biseau descendant, je ne sais pas. Mais toujours est-il que si on a ce zigzag qui se poursuit, qu'on a un signal de retournement avec une congestion, il faudra tenter l'optique de moyen long terme. Donc je vous le donne très en avance, je vous propose très en avance ce titre-là. Mais c'est un titre qu'il va falloir suivre effectivement dans les prochaines semaines. Peut-être pas pour tout de suite, mais dans les prochaines semaines. Je vous montre enfin le screener, donc trend following. Donc voilà, je vous laisse faire un petit screenshot là. Je vous laisse 2 secondes pour faire votre petit screenshot.
C'est des idées, c'est pas des valeurs qu'il faut acheter, je le répète. Mais voilà, si vous cherchez des idées sur des tendances haussières, eh bien vous avez trié par la performance en pourcentage sur les 6 derniers mois. Vous avez un certain nombre de valeurs. Je vous les passe encore une fois. Accor qui est toujours devant. Bon, même si Accor, voilà, c'est quand même, comment dirais-je, c'est une valeur qui a quand même beaucoup progressé. Mais après, voilà, il faut chercher des petits patterns. Voilà, UCB, il y a une petite congestion. Clariane qui est en train de se retourner. Voilà, Clariane, par exemple, c'est pas une valeur sans risque, mais voilà, on a par exemple un pattern qui est en train de se retourner. Voilà, bon, je vous laisse aller voir dans le détail par vous-même. S'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez me les adresser en commentaire. N'oubliez pas, pour les questions de la semaine, de me les adresser également en commentaire. Je fais des screenshots et souvent je les reprends quelques vidéos plus tard. N'oubliez pas également de vous inscrire à la lettre mensuelle et dites-moi en commentaire si faire l'analyse des vidéos un peu hors série de l'analyse des portefeuilles des plus grands géants de fonds US, c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un agréable week-end. Merci mille fois pour vos encouragements, pour vos soutiens sur les réseaux, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout. Vous êtes adorables et surtout vous me donnez une énergie folle pour continuer. Bisous à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À plus.